Voilà, monsieur, bonsoir. Marlise Rose Tongo Doualabel est, vous le savez, députée de la nation élue du Vouri Centre. Dans le contexte sociopolitique de l'heure, la prise de la parole publique, surtout pour un homme politique, ce soir il s'agit d'une femme, est toujours une occasion à saisir pour palper, interroger, voire comprendre les faits et actes qui pourraient ajouter au décryptage de la situation. C'est le moment saisi par mon hôte pour partager son expérience, j'ai failli dire, son expérience du vivre ensemble, mais pas que. Femme politique, psychologue, diplômée de l'université René Descartes Paris-Sorbonne, ancienne cadre d'entreprise dans les domaines du management des ressources humaines et de la responsabilité sociétale des entreprises, Marlise Rose a choisi de s'exprimer sous sa casquette, une toute nouvelle d'ailleurs, sa casquette d'auteur. La trahison du prince Kotoko est le titre du premier ouvrage de cette princesse du canton Bel qui met en scène des personnages de diverses origines. Ils sont soulevés des problématiques telles que les différences des uns et des autres, l'amour et l'amitié, la douleur et la douceur dramatiquement entrelacées. La trahison du prince Kotoko n'est plus ni moins qu'un roman à l'âge spectre, même si le paratexte en première de couverture ne l'indique pas explicitement. C'est un roman, c'est d'abord un récit dont l'intrigue est bâti autour d'une histoire d'amour, deux jeunes personnes originaires de deux systèmes et organisations sociétaux différents, toutes choses qui les confrontent à l'épreuve de la différence, de l'acceptation de l'autre, tel que résumé en quatrième de couverture, pour reprendre un extrait de la note de lecture faite hier lors de la dédicace de l'œuvre. Marlise Rose, bonsoir. Bonsoir. Vous remarquerez que je n'aurais pas dit honorable parce que je parle davantage à l'auteur ce soir. Oui, il s'agit de l'auteur et pas de l'honorable. Voilà. Merci d'honorer ce rendez-vous et de nous faire effectivement peut-être cette forme de note de lecture. Vous êtes l'auteur, ce n'est pas toujours courant que l'auteur le fasse lui-même. Mais avant de parler de votre œuvre, la première, on va peut-être d'abord faire connaissance de vous, de votre parcours. On vous connaît dans la vie publique, dans la vie politique. Je l'ai dit, vous êtes élu de la nation, mais très peu, évidemment, connaissent ce qui se cache derrière ce, comment ça s'appelle, vert ou jaune, ce drapeau. Votre parcours, vous êtes né à Douala? Oui, disons que je suis né à Douala, mais j'ai failli naître à Garoua. J'ai failli naître à Garoua, mais pour des raisons de plateau technique. Et compte tenu des difficultés que cette grossesse connaissait, il a été conseillé à mes parents que ma mère vienne plutôt accoucher à Douala. Donc, c'est-à-dire que vos parents, au moment de votre naissance, vivaient déjà à Garoua, oui. À cette époque, mon père, sorti de ce qu'on appelait l'école professionnelle, c'est-à-dire l'actuel lycée technique, a été affecté à Garoua aux travaux publics. Et nous sommes les fruits d'une vie très intense et également une vie très ouverte aux autres du fait des nombreux déplacements que la posture ou le statut de fonctionnaire impose au ménage des fonctionnaires. Il faut être toujours prêt à faire ses valises et à aller à la rencontre des personnes, des environnements qui sont souvent très inattendus. Et mon père disait toujours à ma mère, qui s'inquiétait des fois, que de toute façon ne t'inquiète pas parce que c'est l'homme qui fait la vie, c'est l'homme qui construit son environnement. Donc une fois arrivé sur place, nous allons bâtir une vie. Et avec les personnes que nous allons côtoyer et dans l'environnement, le nouvel environnement qui sera le nôtre. Donc ça n'a jamais été des expériences douloureuses, au contraire, elles étaient excitantes et à chaque fois réussies. Donc après Garoua, mon père est affecté à EDEA et je commence l'école à EDEA. Je vais raconter l'école parce que, bon, vous me l'avez demandé, l'exercice, à la faveur de l'exercice que vous m'imposez. Mais
je me dis qu'à 60 ans passés, l'école n'a plus rien à voir avec nos vies. À 60 ans passés, on essaye de partager avec les autres ces productions, ces tentatives de création, ces échecs, ces victoires, etc. Mais je vais quand même y aller pour dire que nous avons donc traversé le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, et j'ai eu un baccalauréat A4 au lycée Hélène Boucher. J'étais pas mal comme élève, j'étais pas mal du tout comme élève. Ça veut dire que tout votre primaire... Non. Hélène Boucher, c'est... Hélène Boucher, c'est à Paris. C'est à Paris. Parce que je fais partie du lot des personnes qui ont échoué le probatoire. D'accord. Ici, au lycée Josse. J'étais au lycée Josse quand je passais mon probatoire. Mais à cause d'un fait, j'allais dire accidentel. Et comme j'avais un oncle qui était déjà en France, il a proposé à mes parents que je vienne en France parce que n'étant pas mauvais élève, il pense que ça serait dommage que je reprenne une classe et que je pourrais donc bénéficier de sa présence en France pour passer le baccalauréat. Effectivement, j'ai passé le baccalauréat à 4. Pour ce qui m'a tout de suite attiré, c'était une formation dans le social. Je voulais être éducateur spécialisé pour enfants handicapés. Et j'ai donc eu le concours, mais il fallait que je sois boursière du Cameroun. Et je n'ai pas réussi à avoir une bourse. Et puis finalement, je suis allée vers une fac et j'ai choisi de faire psychologie. Ça rentrait toujours dans le même registre. Et c'est ainsi que je suis sortie de l'université René Descartes, c'est Paris 5 Sorbonne, avec un DEA en psychologie clinique. J'ai fait plusieurs certificats, psychologie clinique, sociale, les sciences de l'éducation. Ensuite, j'ai commencé une thèse de 3e cycle que j'ai arrêtée. Pourquoi? Parce que j'avais choisi un sujet difficile. Je voulais travailler sur le deuil. Le deuil chez les Sawa. Et avec ses conséquences, notamment par rapport aux différentes pathologies que développaient certaines veuves qui n'avaient pas réussi à bien gérer avec la famille de leur défunt mari. Pathologie psychologique. Psychologique, oui. Okay. Alors, j'ai côtoyé quelques praticiens parce que ici, nous n'avions pas la chance. Nous n'avions pas la chance d'avoir déjà une clinique qui prenait en charge ces pathologies typiquement africaines. À Dakar, il y avait déjà un hôpital très spécialisé dans le domaine. Donc, mon seul recours ici, c'était à côté de mon directeur de thèse, qui était un Français, d'aller donc vers ces expériences vécues par les praticiens qui arrivaient quand même à des résultats probants. Mais c'était un monde extrêmement complexe et difficile pour moi. J'avoue que je n'ai pas eu suffisamment de cran ou de tripes pour cheminer là-dedans. Et c'est ainsi que je m'oriente vers la psychologie du travail et la psychologie des organisations. Est-ce déjà une fois revenu au Cameroun? Non, je suis reparti en France pour réorienter un peu mon cursus. Parce que je sentais que je n'allais pas m'en sortir avec cette thèse. Et après donc avoir validé un diplôme d'études supérieures en psychologie du travail, j'ai été recrutée à la Régie des chemins de fer parce que la formation pratique s'était faite à la SNCF en France. Et au terme de ma formation,
j'ai eu le cran d'aller rencontrer le directeur général Toby Kouo, qui était le père de mes amis. J'ai pu avoir un rendez-vous et je lui ai dit que je voulais rentrer au Cameroun parce que ça servait à rien que je reste en France travailler dans un domaine pour lequel mon pays a besoin de ressources et de compétences. Et je suis donc revenue et j'ai été recrutée à la Régie des chemins de fer. Et là, j'ai connu de belles expériences parce que je me suis attelée à camerouniser les tests psychotechniques, surtout qui avaient un contenu verbal et culturel. Parce qu'en matière de tests, vous pouvez facilement fausser les résultats d'un candidat, pas parce qu'il n'a pas la capacité de raisonner comme il faut, mais parce que le contenu verbal, les items contenus dans le test, le limitent. Absolument. Par exemple, quand on dit, on donne un item, on dit pomme, orange, banane, navet, quoi encore, manioc. Dites ce qui n'est pas fruit dans cette liste. Évidemment, il faut savoir que le navet est un légume. Absolument. Voilà, donc ce contenu culturel pouvait fausser les résultats de manière à ce que quand vous procédez aux étalonnages, ces étalonnages ne sont pas fiables, ne sont pas valides, ne racontent pas ce que vous prétendez raconter. Donc. Et puis, pour dire vrai, je trouvais la Régie des chemins de fer, après un séjour court, je ne trouvais pas très passionnant, les cheminots. Et donc, Passionnant, pourquoi? Parce que leur pathologie n'était pas à la hauteur de vos attentes, vous le dites comme ça? Non, pas du tout. Non, ça a été une expérience enrichissante, mais parce que l'entreprise était un peu vieillotte. Je ne voyais pas la modernité, je ne voyais pas une projection quelque part dans le futur. Je me sentais limitée, bloquée. Et c'est ainsi que je me présente donc à la Sonel, où j'ai passé un test et j'ai été recrutée tout de suite. Quand j'ai été recrutée, 2 mois après, il m'a été confié la responsabilité d'organiser la sélection des cadres de la Sonel. Ça s'est très bien passé parce que j'avais quand même les outils qu'il fallait et j'étais à l'aise parce que j'avais déjà une petite expérience que j'avais acquise en France et à la Régie des chemins de fer. Et puis, bon, ça s'est bien passé, mes patrons étaient contents. Je travaillais avec une équipe aussi mobilisée de jeunes ingénieurs qui travaillaient à la formation professionnelle. En fait, on faisait équipe, c'était très bien. Après, nous avons procédé donc régulièrement au recrutement des grandes vagues de contremaîtres qu'on organisait tous les ans, pratiquement. Ça aussi, c'était une belle expérience parce que c'était sur toute l'étendue du territoire. Et une fois que les jeunes étaient recrutés, ils avaient un baccalauréat C, ils avaient un baccalauréat F, D. Mais pour nous, même ceux qui étaient électriciens n'avaient pas le métier de la Sonel. Donc, on les mettait, on les formait au centre de formation, d'abord de Bassa, ensuite on a migré vers Ambé pour qu'ils acquièrent le métier d'électricien, électricien de réseau, électricien de maintenance, les hydroélectriciens, les électriciens thermiques, en fait toutes les différentes filières qui composent le core business de la Sonel. Et après, je commençais à m'ennuyer un peu parce que j'avais pas de promotion, je voulais m'exprimer autrement et dans le cadre qui était le mien, je me sentais un peu à l'étroit. Et donc, avec mon amie Jean-Antoinette Fancy, qui est malheureusement partie,
nous avons créé Cible RH à côté de Théo, son époux, qui avait déjà Cible marketing. Donc nous sommes nourris de son expérience de consultant pour monter notre cabinet en ressources humaines. Bon, c'était de la pure tricherie, hein, c'est-à-dire que je partais un peu tôt quand il fallait qu'au cabinet j'assure, etc. Je jonglais pas mal, mais j'étais heureuse parce que j'avais l'espace et l'environnement qui me permettaient de m'exprimer. Et le partenariat avec Jeanne-Antoinette était extrêmement heureux parce que nous étions fusionnelles, mais différentes. Deux formes différentes, mais qui se complétaient parfaitement. Après cela, les Américains sont arrivés. Et quand les Américains sont arrivés, il y a eu un choc culturel terrible, terrible, qui a secoué toute l'entreprise et qui a déstabilisé le vivier compétences que l'entreprise avait. Pourquoi est-ce que les Américains ont fait ça? Je crois que ces Américains-là, ceux qui sont venus, n'avaient pas suffisamment de bagou pour diriger l'équipe managériale qui était déjà en place à la Sonel et qui était faite. Vous dites que la compétence locale était supérieure, oui, au nouveau partenaire. Clairement. D'abord, ils ne comprenaient pas l'environnement. C'était déjà extrêmement difficile pour eux. Ils avaient une attitude un peu pédante par rapport à notre pays. Et puis, ils n'avaient pas les compétences du core business. Et pour cela, ils ont déstabilisé l'entreprise en créant donc les départs plus ou moins volontaires et en bousculant la hiérarchie, en mettant en poste des collaborateurs d'un niveau inférieur sur le plan des compétences, de l'expérience, qui devenaient les patrons de leurs patrons. Vous imaginez un peu ce que ça a pu faire au niveau du climat social de l'entreprise. Ça a été vraiment terrible. Et bon, moi, j'étais heureuse de continuer à Cible RH. J'avais ma planque là-bas. Et puis, finalement, quand les Américains ont échoué, on a nommé un directeur général adjoint à qui on a donné beaucoup de responsabilités, Jean-David Billet, qui a donc reconstitué, qui a tenté de reconstituer l'entreprise en remettant les compétences là où elles devaient être. Et c'est comme ça que je compétis pour le poste de DRH. Et bon, mes tests, je pense que mes tests n'étaient pas mauvais, puisque le directeur général, enfin le jury qui va nous recevoir en dernière étape de ce parcours de sélection me dira que, compte tenu de l'état de l'entreprise et des mesures fortes qui vont être prises, parce que la stratégie devait complètement changer de cap, il n'était pas souhaitable que moi, qui faisais déjà partie de l'entreprise, qui avait des relations particulières avec le personnel de l'entreprise, que je me mette dans cette posture. Ça risque de ne pas être efficace. Et donc, on me confie la gestion ce qu'on appelle la gestion dynamique des ressources humaines, c'est-à-dire l'organisation, le recrutement, la mobilité intérieure et les évaluations, bon, la gestion des carrières, quoi, si vous voulez. Et là, c'est devenu très passionnant. C'est devenu passionnant parce que dans le système de management de Jean-David, la délégation était quelque chose de réel. C'est-à-dire, quand vous aviez reçu votre job description, vous connaissez vos responsabilités, on alloue les moyens et ce que la hiérarchie fait, c'est de vérifier que vous êtes en train de respecter la planification qui a été faite en amont. Donc, je vais vraiment m'épanouir et c'est le cas de beaucoup de mes collègues, mes autres collègues. Et nous allons donc être en contact avec AES International. Nous allons énormément nous enrichir sur le plan technique, de nouveaux outils, de nouvelles valeurs,
de nouvelles manières de gérer la responsabilité, accountability, etc., etc. Donc, c'était une très, très belle période. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi commencé à me sentir un peu à l'étroit. Et j'ai commencé à aller plus loin que mes compétences. Je dois vous dire la vérité, non? Pour le cahier de charge. Ah oui, bien sûr. C'est aussi l'objet. Le cahier de charge. Voilà. Donc, j'ai eu à 2 reprises à prendre des responsabilités qui ne relevaient pas de mon grade. Par exemple, les chauffeurs étaient recrutés par des entreprises de main-d'œuvre temporaire. Il y en avait 4 dans tout le pays. Et les Américains avaient un cabinet à eux qui utilisait des chauffeurs. Ces chauffeurs, souvent, quand ils accompagnaient leur patron au restaurant ou en boîte de nuit, passaient la nuit dans la voiture pendant que les patrons sont en train de se restaurer ou de s'amuser. Mais ils n'avaient pas de couverture sociale. Ils n'avaient pas de couverture maladie. Alors que les entreprises de main-d'œuvre temporaire camerounaises assuraient cette couverture. Dans un jour, le DRH était en congé. J'ai signé un document ramenant tous les chauffeurs dans les entreprises camerounaises parce que je trouvais que c'était, et c'est peu dire, c'était injuste, c'était pas équitable. Je pense que ça a un peu énervé la hiérarchie. Et donc, ils m'ont proposé un poste un peu plus élevé, mais un poste nouveau. Il fallait mettre en place les bases de la responsabilité sociétale de l'entreprise et de ce qu'ils appelaient le développement durable. Là aussi, je me suis bien amusée parce que j'avais la latitude, c'était tout neuf, le chantier était... J'avais de l'espace. J'avais de l'espace. Et là aussi, j'ai pu faire des choses qui m'ont vraiment plu. Et pendant tout ce temps, je menais ma petite carrière politique, avec ses échecs, avec ses déboires, etc. Mais malgré tout, j'avais conscience d'être citoyen d'un très beau pays. Et un pays, certes imparfait, un pays en construction, et qui avait besoin de toutes ses ressources, et chacun devait s'investir, et moi je devais m'investir véritablement. Et l'investissement technique pour moi ne suffisait pas. Je pensais que le politique pouvait aussi accompagner, apporter quelque chose, et donc je suis resté militant du RDPC. Pour reprendre un peu votre faute de tout à l'heure, vous avez trouvé que la SONEL était devenue trop petite, il fallait envisager plus grand, voir si vos compétences pouvaient pas aider les Camerounais, il a fallu aller en politique. Oui, j'étais déjà en politique depuis le début, depuis 1986. Okay. Oui, j'étais déjà en politique. Vous n'étiez pas active, vous étiez quoi, une militante dormante? Non, j'étais présidente d'une cellule aux hydrocarbures. Mon président, c'était le docteur Happy. Donc, on militait déjà, nous étions jeunes, mais il y avait beaucoup de jeunes qui militaient à cette époque-là. Et donc, après, j'ai été cooptée dans la grande section du Vouri que présidait Madame Françoise Foning. Et là aussi, c'était passionnant parce que j'avais des choses à faire, j'avais envie de faire des choses et on me laissait faire des choses. Alors, rendu à aujourd'hui, je suis partie de la SONEL. J'ai été candidate d'abord en 1996 au municipal, quand le SDF avait raflé toutes les mairies. À Douala 1er, vous étiez à Douala 1er. À Douala 1er, voilà. Et puis après cet échec, bon, on a continué, on ne s'arrête pas. Quand il y a échec, au contraire, ça donne envie de foncer plus fort. Et j'ai continué à militer normalement. Et puis en 2007, l'opportunité
m'est donnée là aussi par un homme, un frère qui s'appelle Albert Collins, qui cherchait une femme pour que sa liste soit gender. Absolument. Et malheureusement pour moi, sur cette liste, j'étais 3e. Et Jean-Jacques Ekindi est passé. Et donc, je ne suis pas devenu député. C'était un échec. Là encore, ça m'a donné... Ça vous a boosté l'envie. Et je continuais à travailler. Et puis, en 2013, l'honorable Do Collins m'a demandé d'être avec lui. Mais cette fois-ci, il m'a dit... Tu seras la 2e parce que, d'abord, pour répondre à une instruction de notre parti, l'instruction dit quoi? À peu près que les listes soient zébrées, de manière à ce qu'on s'assure qu'à la fin de la journée, les femmes vont se retrouver au Parlement. Parce que généralement, les femmes, n'ayant pas les moyens de leur politique, coloraient les listes. Sans forcément être... Voilà. Et donc, quand le verdict tombait et que nous n'avions pas les 51% requis, eh bien, la femme restait sur le carreau. Donc là, cette 2e position m'a été favorable pour moi. Et c'est ainsi que je me retrouve donc député de la 9e mandature. On a certainement une élection cette année. Vous y repartirez? Oui, je crois que j'y repartirai parce que figurez-vous que être député au Cameroun, c'est un très grand challenge. Parce que vous vivez au quotidien, vous vivez de près les difficultés, les défis, les paris qui sont faits au quotidien par ceux qui gouvernent et que nous accompagnons et que nous devons contrôler au nom du peuple du Cameroun. Même si l'image qu'on a du député, oui, c'est celui qui acclame pour valider les projets de loi, c'est celui qui, en fin de mandature, vient construire une borne fontaine, alors que pendant 5 ans, il a bénéficié évidemment de ces budget lié au projet. Bref, on n'a pas toujours le sentiment, peut-être vous allez me démentir, c'est peut-être l'occasion en 2 mots de faire votre bilan, si c'est possible. On n'a pas toujours le sentiment que le député est la première personne vers laquelle le citoyen se retourne pour dire « moi j'ai tel problème sur la loi qui me dérange, est-ce qu'on ne peut pas regarder ça à votre niveau là-bas » Alors, premièrement, il manque beaucoup d'informations à la population qui ne participe pas au débat à l'Assemblée nationale. Donc, qui ne sait pas exactement, effectivement, ce que les députés font. Mais il faut vivre ça. Il faut le vivre pour comprendre que le débat est là. Maintenant, s'il faut mener une observation critique dans le but de construire, je dirais que c'est un peu comme le parcours démocratique. Les victoires sont régulières, on acquiert des choses au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des députés qui ont le courage de mettre sur la table les problèmes réels du fonctionnement, par exemple, de l'Assemblée nationale, pour rendre le député plus efficace qu'il ne l'est maintenant. Mais je peux également dire que la population elle-même aussi qui finalement apprend dans cet environnement démocratique, multipartiste et tout. Nous apprenons tous. Même cette population est complice de beaucoup de choses. Justement parce qu'ils applaudissent très vite ces bornes fontaines qui arrivent à la dernière minute. C'est trop facile, je veux dire qu'ils n'ont que ça. Mais justement, ils devraient être plus exigeants, à mon avis. La population qui élit le député a des attentes. Et normalement, le travail de cette population,
c'est de stresser le député pour qu'il fasse le maximum, pour que ses préoccupations... Fatalement, leur moment d'expression, ce sera que les unes plus tard. Je veux dire, ce sera 5 ans après. Entre-temps, a priori, ils n'ont pas systématiquement d'autres façons de... Et ils ont d'autres façons de s'exprimer. Souvent, quand je menais ma campagne de 2013, mon slogan personnel local, c'était « Ces députés, tu veux voir ?» Pourquoi? Parce que mon envie, c'était justement de contribuer, de participer à la mutation de cette perception du député qui offre à boire, qui donne le pagne, Mais justement, la population se dit à quoi bon si finalement, chaque fois que le gouvernement dépose un projet de loi, ce projet devient loi. À quoi bon donc interpeller son député? À quoi donc demander à son député de faire, surtout quand c'est, je veux dire, surtout les députés majoritaires, hein, des partis au pouvoir et souvent les alliés, à quoi leur demander de faire l'impossible, sachant qu'à la fin de la journée, ils n'influenceront pas forcément... Au niveau où nous sommes rendus aujourd'hui, dans l'exercice du mandat parlementaire, il y a beaucoup de choses que le député fait et peut changer. Par exemple, quand un projet de loi arrive, il est débattu déjà au niveau de la commission avant d'arriver à la plénière, dans la chambre entière, quoi. Et là également, le débat est ouvert. L'exécutif note évidemment tout ce que disent les députés. Mais eux, je pense que ce qui handicape un peu le député, c'est le fait aussi que en l'État, il n'est pas suffisamment armé pour contrer l'exécutif. Du fait de ce que les lois tombent dessus comme ça à la dernière minute? Non, pas seulement ça. Les lois, même si elles tombent quelques jours avant, si vous n'avez pas un cabinet, des attachés parlementaires qui sont capables d'aller chercher l'information, de vous ramener des statistiques, de les analyser, de vous faire des notes de lecture, etc. Bon, si l'objet de la loi vous intéresse particulièrement, vous irez sur Google et sur d'autres moteurs de recherche pour avoir l'information. Mais généralement, ça prend plus que ça parce que l'exécutif, quand il arrive, quand un ministre arrive, il a tout un cabinet avec lui. Et ce cabinet a travaillé. Et ils ont un argumentaire. Pour démonter l'argumentaire de l'exécutif, il faut qu'il y ait des contre-arguments documentés. Je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Donc ça, c'est une réalité. L'autre procès qu'on nous fait de la discipline du parti, ça, je pense que c'est un faux procès parce que dans le monde entier, ce n'est pas pour rien que l'exécutif s'organise à avoir la majorité au Parlement. Comme je disais, un faux procès qui peut-être vous éloigne de votre électeur. Non, il n'éloigne pas parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de thèmes, il y a tellement de préoccupations que si les populations participaient à animer... Mais la problématique, c'est de dire quelle est donc l'influence du député finalement, si tant il est vrai, vous venez de décrire la situation, et peut-être sous fond d'appel, pour on améliore davantage les conditions de travail des députés en leur offrant peut-être ce cabinet dont vous parlez. Mais je veux dire que si votre électeur est conscient de ce que malgré toute votre volonté, vous êtes attaché par les restrictions que vous venez d'évoquer, manque d'expertise adéquate. Oui, mais ça nous empêche tout de même. Du parti. Ça nous empêche tout de même pas de travailler. Tous les députés font partie des commissions de suivi, d'exécution des budgets d'investissement public au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, au niveau de la région. Et le député a la possibilité d'aller regarder ce que l'exécutif a fait, des moyens alloués pour mettre en œuvre les programmes qui ont été présentés. Parce que l'exécutif, quand il demande l'argent, quand il demande au peuple camerounais de lui donner les moyens,
en général, il vient avec un programme. Et ce contrôle, c'est la vérification de l'effectivité, voilà, de ces programmes en fonction des moyens qui sont alloués. Alors, quand les députés notent des dysfonctionnements ou alors des écarts qui sont relevés soit par les prestataires, qui sont relevés par eux-mêmes les députés quand ils vont sur les sites, tout cela est rapporté à l'exécutif. Et moi, je pense que le rôle que la population devait faire pour donner plus de bagou aux députés, c'est justement de venir toujours vers le député pour poser les problèmes. Mais généralement, eux-mêmes aussi ne viennent pas. Ils n'ont, comme vous dites, ils sont comme résignés et comme s'ils se disaient que rien n'est possible, alors que tout est possible. Il suffit que chacun joue sa partition. On va peut-être sortir par là. En un mois, 5 ans, qu'a fait le député Marlise Rose Doit-la Belle ici dans son Vouri-Centre? Vous êtes élu du Vouri-Centre. Oui. Alors, peut-être bien au-delà, puisque vous êtes député de la Nation. Oui, je suis député de la Nation. Faites bien de le rectifier. D'abord, je me suis beaucoup occupé de la formation des femmes et des jeunes. Je me suis occupé de porter la parole des populations que je représente. Je me suis occupé de me mêler des conflits sociaux, par exemple, qui relèvent du foncier, et de porter ces préoccupations au niveau de l'Assemblée nationale. Je me suis mêlé de la santé des populations. À faire quoi? C'est vrai que je ne l'ai pas tout à fait démarré, mais je suis à la dernière étape de la mise en place de la mutuelle santé, ma mutuelle pour les populations de l'arrondissement de Douala 1er et Douala 6e. C'est beaucoup de travail parce que quand vous décidez de faire une mutuelle santé, vous croyez que ça va se faire comme ça parce que vous l'avez déclaré. Non, il y a un process qu'il faut mettre en place et pour être professionnel et crédible, il faut vraiment respecter toutes les étapes. L'honorable s'est préoccupé des personnes sinistrées dans sa zone, a essayé de déjà les soutenir. Quel type de sinistre? Par exemple, les incendies. Okay. L'honorable... Il y a beaucoup de déguerpis aussi à Douala, ce genre de sinistre. Voilà. Bon, je pense que mon travail, la réfection d'un bâtiment dans une école ou le reste, pour moi, ce n'est pas véritablement mon job. Je peux le faire, mais ce n'est pas ça que les populations doivent attendre de leurs députés. Leur député est là pour porter leurs causes, pour porter leurs préoccupations, pour s'assurer que, effectivement, ces préoccupations sont prises en charge au niveau de l'Assemblée nationale. Et également, je me suis mêlé d'un certain nombre de préoccupations comme la malnutrition, des causes comme la lutte contre la corruption. Également, je m'occupe activement... Lutte contre la corruption, qu'avez-vous fait spécifiquement? Alors, des dénonciations, des sensibilisations? D'abord, la mobilisation des députés autour de cette question. Qu'est-ce que le député doit faire pour que, sur le plan des lois et des règlements, que effectivement on s'assure que notre environnement juridique prévient la corruption. Donc nous avons organisé des activités au niveau de notre Parlement, mais également avec les parlements africains, les autres Africains. Alors, pendant toute cette période, avez-vous une idée qu'un jour, vous écrirez un livre? Je dis qu'inconsciemment ou consciemment, vous dites votre parcours, vous allez peut-être en faire des mémoires, ou alors vous allez en faire un roman. Que vous dites-vous?
pendant que vous travaillez? C'était de façon anodine? Oui, je pense que j'étais vraiment dans l'action. J'étais véritablement dans l'action et je suis toujours dans l'action parce qu'un député ne peut être que actif. Donc, ce n'était pas quand je pose les actes qui sont les miens, ce n'était pas... Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. La preuve c'est que le roman que je vais proposer au public camerounais n'est pas un roman politique. C'est vrai, certaines questions sont abordées et on le sent bien avec un regard de femme politique, mais l'essentiel de l'ouvrage était ailleurs. J'ai commencé à écrire il y a 20 ans. Mais et puis ça n'a pas prospéré, j'ai laissé tomber, j'ai un manuscrit que je n'ai jamais publié. Je l'ai fait lire à certains amis. Mais ce roman est un roman très particulier parce que je décide d'écrire en pleine maladie. Alors avant d'y arriver, oui. Je rappelle que la dédicace était ce 5 juin 2019. Le roman il date de moins un an. La dédicace, à ce moment-là, à cette période-ci, quand on connaît le contexte sociopolitique, était-ce une simple coïncidence ou était-ce un moment voulu, choisi, posément, pour épouser un peu l'actualité à cette fiction qui finalement se rapproche aussi de la réalité? Je pense que ça a simplement été un concours de circonstances. Parce que j'ai écrit il y a 3 ans. Le roman est sorti il y a 1 an. Mais bon, les gens ne savaient pas. Et je suis en train de terminer le 2e roman et je réalise qu'il est temps que je fasse savoir que j'ai écrit un roman. Puisque l'objectif, quand on écrit, c'est au moins de partager des émotions et sa perception du monde à d'autres. Et alors, à quoi ça sert d'écrire pour ne pas faire savoir qu'on a écrit? Ça, c'est une chose. L'autre motivation, ce roman, je l'ai écrit parce que, m'étant retrouvée donc malade, donc dans une sorte de dénuement, de solitude. De solitude, cette impression qu'on est seul, isolé, qu'à certains moments on a l'impression que le silence nous parle et nous invite à peut-être une introspection. En tout cas, j'avais une boule au ventre que je voulais exorciser. Et cette boule au ventre, c'était de revenir sur un grand malheur de ma vie et de dire merci à la femme qui m'a aidé à sortir de la détresse. C'était ça. Et quand je demande à cette femme qui est devenue une grande amie, si je peux écrire l'histoire de l'enfant que nous avons perdu, elle et moi, elle m'a dit non, 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 nous avons déjà géré cette histoire, ça fait plus de 25 ans, ça va, ne t'inquiète pas, etc. Mais moi, j'avais envie de sortir cette boule de moi. J'avais envie de me reconstruire définitivement, de faire la paix avec, je ne vais pas dire moi-même, mais de faire la paix avec mon moi. Et j'ai donc commencé à écrire de manière romancée pour parler de ces questions qui me taraudaient l'esprit, la responsabilité, la culpabilité, comment sortir d'un questionnement qui n'a même pas de réponse.
Et quand j'étais bien loin dans le roman, elle m'appelle et elle me dit, oui, tu as raison peut-être, écris cette histoire. Et je lui dis, voilà, malheureusement, comme tu m'as dit non, pour ne pas te violer, moi, j'ai commencé l'histoire à la raconter, mais autrement. Mais l'accident est exactement le même, sauf que j'ai préféré que ce soit un petit garçon qui décède et pas une fille comme dans notre cas, comme dans la réalité. Elle me dit, ah d'accord, ok, bon, ben j'attends alors que tu me fasses lire le livre. Et je me suis dit que c'est une occasion pour moi que de manière solennelle, je rende grâce, que je célèbre cette femme modeste et humble qui m'a tendu la main à un moment où j'étais dans un précipice. Alors qu'elle-même portait une grande douleur, elle a dépassé sa douleur pour me tendre la main et m'aider à revenir à la vie. Généralement, ça se fait quand les personnes sont décédées. Et je dis que c'est dommage. C'est quand les personnes sont vivantes qu'il faut qu'on leur dise qu'on les aime et qu'elles comptent véritablement pour nous. Et c'était donc à elle qu'était dédiée la soirée dédicace d'hier. Alors jusque-là, vous avez quand même pris soin de, pour les téléspectateurs, garder l'intrigue. Cette histoire, ce jeune homme, cette dame, ce roman, cette boule, à quoi tout cela renvoie? Alors ça renvoie à quelque chose d'important. Il y a 3 ans, la question du vivre ensemble n'était pas aussi pointue et aussi poignante qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'avais déjà senti que le vivre ensemble n'est pas que bonheur. Le vivre ensemble est dur, est cruel. Il peut détruire, il peut construire, mais pour qu'il construise, il faut que chacun de nous soit suffisamment ancré dans ses racines et soit bien lui-même en tant qu'un être social qui vit dans une culture bien définie, bien identifiée, que ce soit une personne, j'allais dire forte, parce que ce n'est que quand on est fort qu'on peut aller vers l'autre, qu'on peut embrasser l'autre, mais en même temps, cette force doit apprendre à, j'allais dire, se séparer d'une partie d'elle-même. Parce que quand tu veux vivre avec l'autre, forcément, si tu restes sur tes lignes et sur ton confort, tu ne pourras pas, tu ne réussiras pas, parce que tu vas rester sur les stéréotypes, sur les préjugés, sur le sentiment d'être supérieur, le préjugé qu'on est supérieur à l'autre, ou alors qu'on sait mieux faire que l'autre, et on ne voit pas en l'autre soi. Et c'est ça la clé. La clé, c'est que ma survie dépend de l'autre. Ma survie ne dépend pas que de moi. Donc, le livre va le raconter autour d'une histoire d'amour entre un jeune homme venu de l'extrême nord et une jeune femme venue de la côte, une Douala, avec des personnages très marqués où volontairement les femmes ont pris un espace important parce qu'elles vont à chaque fois mettre en avant des valeurs extrêmement essentielles ou alors créer des situations qui vont interpeller. Et cette histoire, je la trouve au-delà de toute l'émotion qu'on peut retrouver dans ce roman. Elle est une histoire captivante parce que le garçon, le prince Kotoko, va être interpellé par sa mère qui lui dit « J'ai gardé la calebasse que ton père a laissée. Dans cette calebasse, il y a des papiers très importants, des papiers administratifs qui concernent ton patrimoine. Mais je ne te remettrai cette calebasse que quand tu redeviendras un vrai prince Kotoko. » Et
Youssouf Kotoko va donc entreprendre une sorte de retour à ses racines, qui va être forcément un retour douloureux, mais qu'il va assumer parce que lui-même, après un certain nombre d'échecs, de tentatives d'insertion, déjà socio-professionnelle, d'insertion dans la ville, il va créer cette rupture et accepter de mettre toute sa vie complètement à l'envers pour sauver ce qui lui paraissait l'essentiel finalement. Donc moi j'invite le public à découvrir. Je ne pense pas que je sois une très grande romancière, mais par contre j'ai tenté de partager avec les autres des émotions, des visions, des perceptions qui sont les miennes. La trahison du prince Kotoko, c'est le titre, hein, oui. Un roman de 248 pages. Oui. Alors qu'est-ce qui inspire ce titre? À quoi renvoie-t-il? Alors ce livre a 24 chapitres. D'accord. Et on va donc trouver la réponse au 24e chapitre. Au 24e chapitre. Mais, et c'est ça qui, je pense, d'après le retour que j'ai de certains lecteurs, c'est ça qui est captivant. Parce qu'en fait, tout le monde cherche où est la trahison du prince Kotoko. Et si vous voyez bien, il y a ce masque qui lui aussi symbolise quelque chose. Absolument. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on commence à voir un peu et à comprendre. Et finalement, au 24e Vous mêlez amour, tristesse, douceur, douleur, ouais. Dans ce mélange. Oui, parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Actuellement, nous sommes dans une psychose généralisée ou alors une névrose qui ne dit pas son nom. Tout le peuple est pris dans une espèce de tourmente qui met à mal les avancées démocratiques que nous avons tous intérêt à voir progresser. Et c'est pour ça que je dis que nous ne pouvons avoir la capacité de bâtir du beau, du grand et du bon que si nous sommes des gens solides. Or, actuellement, j'ai comme une peur que la population étant dans cette tourmente généralisée, nous n'ayons pas véritablement les ressorts, les instruments qui peuvent construire. J'ai peur de ça. Vous ne connaissez pas suffisamment armé? Nous ne sommes plus armés. Donc il faut un réarmement. Il faut un réarmement, revenir à des choses plus sensées, plus modérées, et puis surtout comprendre cette nécessité qu'est la solidarité et que personne d'entre nous ne peut vivre. Si Rose Hénault ne m'avait pas tendu la main, je ne serais pas la femme que je suis, parce que j'allais droit dans une espèce de dépression qui, je ne sais pas comment elle se serait terminée, mais peut-être que je n'aurais jamais eu l'énergie de faire tout ce que je fais si elle ne m'avait pas ressuscité. Et elle m'a ressuscité, pourquoi? Parce qu'elle a compris que j'étais mal. Elle a compris que au-delà de sa douleur à elle, il fallait qu'elle fasse quelque chose pour, j'allais dire, pour la personne qui, en fait, était plus ou moins responsable du décès de sa fille. Vous ne vouliez peut-être pas explicitement le noter, le démontrer, mais n'empêche que il y a des aspects du livre qui reviennent quand même sur les relents politiques. Votre vécu, vous l'avez dit, on retrouve la casquette de la députée, de la femme politique. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, après un accident sur un chantier, dans une exploitation que dirigeait Youssouf, la femme, Ekedi, la femme de Youssouf,
va aller accompagner l'épouse de l'accidenté parce qu'elle lui a proposé de venir vivre avec elle, comme elle attendait un bébé, le temps que son mari subisse son opération, etc. Et sur le parcours, Ekedi va découvrir le dénuement de ces populations qui n'ont presque rien. Ils ne sont pas plus malheureux que nous. Certains sont plus heureux que nous. Mais je pense qu'en femme politique, mon job, mon travail, c'est de contribuer à tirer les populations vers le haut. Donc, un minimum requis leur soit quand même proposé. Et quand elle est sur le chemin de cette habitation précaire, elle voit des chèvres qui broutent le plastique noir là qu'on utilise pour attacher les trucs. Elle voit les enfants en train de jouer, mais pratiquement nus, et pas propres. La maison elle-même, elle tient à peine debout et elle se sent interpellée et se dit, ça c'est moi, ces personnes c'est moi et je m'inquiète de savoir qu'ils vivent, que ces personnes, qu'elles vivent dans ces conditions. Donc il y a quelque chose à faire. Parce que le politique ne doit pas s'arrêter au constat ou à la critique. Absolument. Le politique doit tout de suite trouver la solution qui va amener le changement de situation et de l'environnement que vivent ces personnes. Et je suis très en phase avec, pour le libéralisme communautaire, parce que c'est l'âme même de ce qu'est la gouvernance du RDPC. Comme disent vos fondeurs politiques, oui. Un très beau livre, oui. Mais pas forcément conséquemment implémenté. Peut-être puisque vous le relevez, les questions du désordre urbain, oui. Du plateau technique, oui. Les problématiques... ah oui, le désordre urbain, quand Ekedi va à l'aéroport et est obligé de passer par village et tout, oui, effectivement, mais il n'y a pas de pays sans problème. Il faut simplement trouver des solutions adaptées et qui coûtent ce que nous sommes capables de financer pour changer l'environnement. Donc moi, quand je fais cette critique, ce n'est pas pour condamner les acteurs, c'est pour faire prendre conscience du travail qu'il y a à abattre. Et souvent, je suis aussi très amusée quand je lis certains posts où j'entends certains commentaires des personnes qui disent « Oh, les fonctionnaires ne font rien. Oh, tout cet amalgame qui n'est pas juste. » Parce que les fonctionnaires de ce pays, beaucoup travaillent. Et ce ne sont pas les travers ou les insuffisances de quelques-uns qui doivent noircir un tableau. Mais là, vous m'arrachez la question, justement. Je veux dire que la demande est si forte, elle est tellement immense, elle donne l'impression d'être d'ailleurs insurmontable, que certains s'interrogent. Non pas que pour systématiquement indexer les fonctionnaires, mais je veux dire pour constater quand même que les efforts ne donnent toujours pas les résultats escomptés. Là, vous faites une évaluation, là, maintenant, n'est-ce pas? Et cette évaluation, elle est le résultat certainement d'un constat ou des chiffres ou des statistiques, etc. Du pouvoir, voilà, ça c'est une donnée. Mais moi, je vois les choses très différemment. Je me dis que nous sommes dans un processus de construction. Et c'est dommage qu'avec les freins que nous avons dans notre environnement camerounais, que nous nous amusions également à en ajouter d'autres encore plus forts, c'est-à-dire paralyser l'activité économique, empêcher les enfants d'aller à l'école. Je ne vois pas comment ces mesures peuvent participer à corriger ce travail immense dont vous parlez. Effectivement, ce travail immense est le travail de nous tous qui vivons sous les tropiques. Même s'il y a des légers mieux dans certains pays, mais je sais que vous avez l'indice de pauvreté et vous savez que
il y a beaucoup de pays qui n'ont pas notre classement. Donc, le Cameroun est loin d'être l'enfer qu'on décrit. J'ai eu la chance de parcourir beaucoup de pays et je peux vous dire que je n'ai aucune envie de vivre ailleurs qu'au Cameroun. Même si beaucoup de pays n'ont pas le potentiel du Cameroun. Ce n'est pas le potentiel qui fait, en fait, la richesse d'un pays. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui font la richesse d'un pays. Un sous-sol riche, s'il n'y a pas les hommes idoines pour le mettre en valeur, il ne sera pas mis en valeur. Et au regard de la situation du Cameroun, on pourrait le dire pour nous. Et quand donc je dis les hommes, ça veut dire nous tous, pas seulement ceux qui nous gouvernent. Parce que ceux qui nous gouvernent sont eux aussi également victimes de certains comportements des populations, de certains hommes d'affaires. À la différence qu'ils ont le pouvoir de décision pour corriger tout cela. Oui, mais pour corriger tout cela, on ne corrige pas avec la baguette magique. On corrige parce que, en fait, il y a un mouvement d'ensemble. Hein? Si je décide d'être excellente, si M. Dipita décide d'être excellent, si votre collaborateur décide d'être excellent, alors nous aurons un pays d'excellence. On reparle du contexte actuel dans quelques minutes, le temps peut-être de finir en 2 mots avec le livre, qui relève également un aspect psychologique. Et là, vous vous retrouvez peut-être comme en entreprise. Dans cette société-là, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vous frappe davantage de ce point de vue? Dans le roman, oui. Les questions psychologiques qui sont relevées. En fait, les questions psychologiques sont liées à l'état des 2 femmes, d'abord, et ensuite à la situation que Youssouf Kotoko va créer avec sa polygamie. Donc, en plus, au centre, la maman de Youssouf Kotoko, qui est une vraie maîtresse et qui en impose. Donc, les profils psychologiques sont différents, mais en ce qui concerne la détresse, l'écoute de soi, s'écouter, quand on est dans ce genre de situation, on est tellement affaibli, on est tellement vidé de son énergie que souvent, on a besoin d'une écoute de quelqu'un d'autre. On a besoin, et on se met donc dans une quête de solutions qui vont du spirituel au, j'allais dire, au tradit praticien, simplement parce que on veut se refaire, on veut se reconstruire, on veut comprendre, mais on n'a même pas la force de se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. Donc, cette situation de détresse, moi, je préfère que le lecteur la découvre, parce que quand Jessie se pose la question, pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Est-ce que quelqu'un a la réponse à une telle question? Non. Donc, la culpabilité ne doit pas gouverner notre vie, parce que les actes posés ou les actes subis sont passés. Il faut avancer. Et si on s'arrête, c'est le gouffre. Donc, la gymnastique psychologique qu'il faut opérer à ce moment-là, c'est d'assumer l'acte posé, de tirer les conclusions et les enseignements et avancer. Mais seulement quand on est affaibli, on n'arrive plus à avancer. Et donc, on a besoin d'une main tendue, on a besoin d'une écoute qui ne culpabilise pas plus, d'une écoute qui peut vous aider à trouver les réponses aux questions. Parce que les réponses sont en vous. Mais vous ne savez pas les sortir quand vous êtes dans cette situation de dénuement, j'allais dire, psychologique. Alors, je voudrais relever un autre aspect, d'ailleurs m'inspirant toujours de la note de lecture faite par le professeur Flora Amabiamina lors de la dédicace, qui est chef du département de littérature à l'Université de Douala. Le roman sort également des relents de féminisme. Elle a noté d'ailleurs qu'il entre par des dames, il ressort par des dames. C'est voulu? Oui, parce que je pense que la femme est un acteur extrêmement important.
Pourquoi? Parce que elle est au commencement de la vie et généralement à la fin de la vie. Et le monde est véritablement porté par les femmes. Ce sont les femmes, quand vous observez les familles africaines, les femmes jouent rarement les premiers rôles visibles, c'est-à-dire qu'elles sont moins dans la cour que dans la basse-cour. Mais ce qui se passe à la basse-cour est fortement déterminant pour ce qui va se jouer dans la cour. Et là, vous allez le voir au cours de la lecture, que chacune de ces femmes tient un pan et le tient bien. Et Youssouf, qui est au centre, qui est l'homme à séduire, l'homme à conserver, l'homme à gagner, etc. Vous allez voir ce qui lui arrive à la fin. Ce qui lui arrive à la fin, c'est que les femmes, finalement, arrivent à... Je ne veux pas le dire parce que c'est mieux que les gens découvrent dans... Mais c'est pour dire que pour moi, la femme est un acteur important et l'homme doit en être conscient. Et je pense que les hommes en sont d'ailleurs très conscients. Maintenant, quand la femme quitte son milieu naturel, c'est-à-dire le foyer, la concession, pour aller hors de son foyer et de sa concession, forcément cela déstabilise les rapports entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes, et généralement appauvrit affectivement l'environnement familial, le foyer. Et les premières victimes sont les enfants qui souvent n'en ont plus suffisamment et ne reçoivent plus suffisamment d'affection, d'encadrement pour évoluer sur le plan émotionnel, social, sensoriel, etc. Alors, vous l'avez dit, le titre, vous laissez les téléspectateurs s'en approprier et découvrir pourquoi ce titre-là, la trahison du prince Kotoko, s'en sorti. On va revenir dans un moment sur l'actualité. Mais je veux dire, pour vous, quelle est l'attente maintenant? Comment espérez-vous que ce livre impacte sur chaque lecteur? On a relevé tous les aspects qu'il note au quotidien. Maintenant qu'il a la portée de tous, l'impact attendu, recherché, c'est lequel? Alors, c'est le partage. Le partage d'une forme d'intimité, le partage aussi de ces enseignements concernant le vivre ensemble qui a pour clé l'acceptation de l'autre en soi, la reconnaissance de l'autre. Des fois, on se prive tout seul de la richesse de l'autre. Et le vivre ensemble a besoin de cette fibre d'humanité, de cette fibre sensuelle, mais pas dans le sens charnel. C'est-à-dire sentir l'autre comme nécessaire pour toi. Et donc, participer au bonheur de l'autre, parce que quand l'autre est heureux, toi, tu es forcément heureux. Mais quand l'autre est malheureux, il y a de fortes chances que toi aussi, tu sois malheureux. Donc, j'aimerais que les Camerounais et d'autres lecteurs lisent ce livre pour partager avec moi cette façon de voir le monde et les rapports humains. Et surtout également que chacun de nous tire enseignement de ce que Rose Hénault a posé comme acte héroïque. Si je savais donner les médailles, voilà quelqu'un à qui j'aurais donné une médaille. Parce que son comportement social a été hors norme. Il a été hors norme. Les gens qui réagissent comme ça sont extrêmement rares. Donc, ceux qui liront le livre et qui comprendront qu'on peut être victime d'un acte
profondément déchirant et trouver des ressources en soi pour construire et donner de l'amour. C'est difficile, hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, il y a un problème grave. Pour moi, c'est le coût du livre. On va parler du coût pour ne pas se faire prendre. D'accord. Le service commercial. Tout ce qui est argent, vraiment, ça, on ne va pas en parler ici. Mais pour ressortir définitivement, si on le contextualise dans notre environnement actuel, vous le releviez tout à l'heure, vous le disiez il y a peut-être 3 ans, ou sinon peut-être plus, où le vivre ensemble était encore, je vais le dire, peut-être m'inspirant du chef de votre parti, dans un environnement apaisé et qui, au fil du temps, s'est dégradé, on le vit. Il y a la crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Il y a au quotidien des agressions verbales qui se vivent, qui se voient, des indexations, des stigmatisations. Donc, pour dire que le vivre ensemble, on a le sentiment qu'il perd de sa valeur. Si on contextualise donc ce livre, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est nos attitudes et nos comportements en tant que dirigeants, en tant que société civile, en tant que population. Chacun doit jouer un rôle important. Vous voyez, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur un plateau. Dion Gouté, qu'est-ce qu'il est allé faire à Bamenda? Moi, j'ai dit que je ne sais pas. Je n'ai pas vu sa feuille de route. Mais à ce que j'ai vu, on a senti un pont. On a senti qu'un pont est passé. Pourquoi? Parce que dans son attitude verbale, comme gestuelle, on sentait quelqu'un qui allait vers les autres. Et c'est très important. Nous avons, beaucoup de gens ont des fâcheries, mais ce qui nous rend grands, ce qui fait de nous de grandes personnes, et j'imagine que chacun veut, quand on le dépeint, qu'on dise qu'il est grand, c'est de laisser tomber toute cette aigreur, parce qu'elle n'est pas payante, elle ne peut rien apporter de positif. Elle ne peut rien apporter de positif. Donc c'est comme on demande aux Ambazoniens de baisser les armes, mais on doit demander à nous tous de baisser nos armes. Parce que nous, on n'a peut-être pas les armes, les fusils, mais nos armes tuent autant, presque autant que les armes des Ambazoniens, puisque nos armes à nous peuvent même faire crépiter les armes des Ambazoniens. Donc, tous ensemble, nous sommes en difficulté, notre pays est en difficulté, ça arrive, tous les pays traversent des moments difficiles, mais ce qui sera important, c'est la façon dont nous allons ensemble décider que ça doit se faire. On a parlé du dialogue. Je pense également que par rapport au dialogue, il y a des non-dits qu'il faut pourtant dire. Pourquoi nous croyons-nous obligés d'utiliser les codes dont nous n'avons pas les clés, qui n'appartiennent pas à notre environnement? Par exemple, quand j'entends certaines personnes parler au président de la République, ou parler du président de la République, en des termes, j'allais dire, pas très gais, ces personnes ne réalisent pas qu'elles sont en train de détruire le pays tout entier. Parce que la sacralisation de certaines fonctions existe et existe dans nos traditions. Ça ne se justifie peut-être pas ces termes, mais je veux dire qu'en même temps, face au mutisme, peut-être que cela veut avoir le mot assez poignant pour qu'une oreille fine se retourne vers ces voix-là qui se disent être inaudibles aussi. Je pense que les gens éduqués ne parlent pas comme ça. Comment faut-il interpeller le président pour que... Vous avez pris l'image, à juste titre d'ailleurs, du Premier ministre tout à l'heure, Dion Gouté, qui allait dans un esprit, dans un élan de sincérité, d'amour, de partage. Mais je veux dire que
beaucoup d'intervenants, notamment ceux qui sont en face, estiment que malgré sa volonté, ce n'est peut-être pas la personne la mieux adaptée au dialogue en ce moment. Il faut que le président, peut-être, dans un élan de cœur, fasse ce geste-là. Oui, mais je pense que construise ce pont. La stratégie n'est pas bonne de l'autre côté. Parce que si le président envoie le Premier ministre, c'est bien parce que le président a la volonté de voir l'apaisement naître de cette démarche, n'est-ce pas? Maintenant, quand on salue cet acte ou cette décision du président de la République, très vite arrive un chapelet d'injonctions, de qualificatifs inacceptables, etc. Ça ne prépare pas l'autre, même s'il est un père, ça ne le prépare pas. En même temps, on ne peut pas passer d'un perte à profit le fait que, pendant que le Premier ministre embrasse tout le monde là-bas, sur les questions de liberté de manifestation, liberté de réunion, des gens continuent de recevoir des balles, des gens sont interpellés, incarcérés. Maurice Kamto est plus de 300 personnes aujourd'hui. Je veux dire qu'à partir de là, les gens s'interrogent quand même sur la sincérité de la démarche faite à travers le Premier ministre. Non, le Premier ministre est allé passer un pont, mais le Premier ministre n'a dit à personne d'aller manifester quand la manifestation est interdite. Le respect des lois, pour moi, est fondamental. C'est compliqué, c'est vrai, mais il faut respecter la loi parce que c'est la loi qui met un cadre dans la vie de nous tous. Si maintenant chacun se met à en faire à sa guise, décide d'aller à droite quand les autres vont à gauche et que la loi dit qu'il faut aller à gauche, non, ça devient la cour du roi Péto. Mais seul que la même loi garantit tout au moins la liberté. Oui. Qui plus est la liberté d'expression, de manifestation, de réunion. Oui. Ben, je dis quelqu'un qui, durant 5 ans, n'arrive pas à marcher, s'exprimer, prendre une pancarte et dire, à la fin de la journée, il peut se sentir étouffé et veut peut-être ouffer. Mais ça peut aussi être une question de... Bon, je vais aussi utiliser un mot sévère, d'incompétence. Parce que quand on est confronté à ce qu'on peut considérer que eux, ils considèrent comme un mur, ben, ils ont suffisamment de cerveau là-bas pour trouver des solutions pour contourner le mur. Mais s'ils vont taper la tête contre le mur, forcément, il y aura un bobo. Donc, je pense qu'on peut faire autrement, très sincèrement, on peut faire autrement. Par exemple, la marche passée, il y avait trop d'amalgame. On aligne 5 mots d'ordre. Si moi, je veux marcher pour le mot d'ordre numéro 2, je marche où? De où à où? Laissez-moi la liberté de choisir les raisons pour lesquelles je décide de marcher. Oui, mais sauf que quand vous êtes donc dans cette marche, il y a en même temps la pancarte Libéré Kamto. Vous n'êtes peut-être pas d'accord pour ça. Il y a une autre pancarte à côté, recomptage des voix. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais vous êtes d'accord pour un code électoral consensuel. Oui, mais donc, ce que je veux dire, oui, c'est que l'administration doit laisser libre cours à ceux qui décident de marcher, quel que soit le prétexte, du moment où ils s'engagent, eux, à respecter... On ne s'est pas bien compris. Je parlais des organisateurs de la marche, et parce que j'ai parlé de la capacité à innover et à être créatif face à une situation. Ils décident de marcher, sauf que la marche ne va pas être populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a amalgame dans les mots d'ordre. Parce que tous ceux qui veulent marcher pour un des points ne veut pas forcément marcher pour l'autre. Donc du coup, l'adhésion du peuple ne pouvait pas être massive. Je veux dire que preuve, ils n'ont... Après le 26 janvier, il y a environ 150 personnes qui sont encore incarcérées. Pour que la marche soit populaire, il faut bien des gens courageux. Je veux dire que si les gens sont sereins et savent qu'ils vont aller marcher en étant encadrés par les forces de l'ordre, en s'assumant eux-mêmes dans une sécurité qui permet de ne pas influencer les autres activités de la société, peut-être que l'affluence... Oui, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que à cette première marche, il y avait aussi 2 tondus, 3 pelés. C'était pas la grosse marche comme le peuple qui descend dans la rue. Donc, déjà, à cette première marche, l'adhésion n'y était pas. Cela dit,
Je veux dire, pour montrer les signes d'apaisement. Non, mais vous admettez quand même, non, que la marche du 26 n'était pas si populaire que ça, parce que quand le peuple descend dans la rue, c'est une rivière de dire plus que les forces de sécurité sont descendues avant ceux qui voulaient marcher. Ah bon? C'est ce qu'on a observé. C'est ce qu'on a observé des déploiements qui n'ont peut-être pas systématiquement permis que les gens se regroupent et qu'ils se mobilisent. Ah, c'est pas ce que j'ai compris. Hein. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont quand même du mal à susciter l'adhésion populaire sur leurs 5 mots d'ordre. Sait-on jamais, les salons marcher et puis on verra, on pourra apprécier. Bon, maintenant, quand vous le dites, je voudrais également rappeler à l'intention des téléspectateurs qui nous regardent que moi, en tant que militant des droits humains, je suis pour la liberté de manifester. Mais je dis simplement que puisque la loi donne cette possibilité au sous-préfet de donner son accord ou pas en fonction de parce que... oui, mais ça vaut accord. Lorsqu'il pressent ou alors que les informations croisées lui font croire qu'il y a un risque, il prend la décision de dire non, je ne veux pas de cette marche. Alors, si on va quand même marcher, moi, je ne trouve pas ça très correct. Mais ce que je souhaiterais, c'est que nous arrivons à cette situation où les gens qui ont des choses à faire savoir publiquement, qui veulent descendre dans la rue, puisque c'est prévu dans nos lois, qu'on encadre les marches, que les organisateurs eux-mêmes également aient le souci de préserver la marche d'intrusion de personnes qui pourraient devenir dangereuses pour les manifestants, comme pour les boutiques et autres bâtiments qui se trouveraient tout le long du parcours de la marche. Vous faites donc le lien avec les différents thèmes que nous avons abordés ce soir, le livre, puis l'actualité qui est brûlante. Le livre qui d'ailleurs en appelle au pardon. C'est un peu la grande mémoire de ce qui ressort de là, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, la guérison psychologique. Et d'ailleurs, le président de la République, dans un certain nombre de tweets, il y a quelques semaines, avant la fête nationale de l'unité, a plusieurs fois également appelé les uns et les autres au pardon. Est-ce que la libération de ceux qui sont incarcérés ne serait pas un acte de pardon, ne serait pas un geste pour montrer que, indépendamment des initiatives pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, qui ont été prises, les conséquences que ça a pu avoir, c'est le moment est venu et je vous exprime mon pardon. On les remet tout au moins en liberté pour apaiser ce climat quand même qui, on le reconnaît, assez lourd. Oui, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, qu'au-delà de tout ce qui leur est reproché, étant donné que ce sont des acteurs de la scène politique camerounaise, qu'on ne paralyse pas l'avancement du processus en cours, de la modernisation de nos institutions, etc. Tout cela est déjà en cours. Mais si effectivement il y a paralysie, on ne saura pas avancer. Mais maintenant, ce que je redoute aussi, c'est que si ils ne sont pas jugés, ça veut dire que c'était de la fantaisie. On les a arrêtés pour rire. Bon, j'imagine qu'on les a arrêtés forcément parce qu'ils ont enfreint les lois et règlements de notre pays et que cela les a exposés. La justice nous le dira. Voilà. Donc nous allons donc laisser la justice faire son travail. Et maintenant, la magnanimité du président de la République peut s'exprimer au moment jugé opportun. Mais la vérité, c'est que Kamto et ses camarades dehors, les gens respireront quand même. Pas parce qu'on leur donne raison, mais parce que ça évite de paralyser l'avancement de tous les processus en cours et mis en place par le président Paul Biya. On ressort par là l'incendie de la raffinerie, la Sonara, le 31 mai dernier, de la nuit du 31 jusqu'au lendemain, 1er juin.
En tant que député de la nation, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire véritablement. Je veux dire, quand vous observez, vous évaluez les conséquences. Le Parlement n'a pas encore pris d'initiative dans ce sens-là pour essayer de... Peut-être qu'avec la session de juin qui va entrer le 10, ces questions seront abordées. Mais pour l'instant, ce que cela m'inspire en tant que manager des RH, c'est de faire prendre conscience au personnel de cette entreprise qu'il va se passer un moment un peu difficile pour le personnel. Parce que quand il y a une crise comme celle-là, forcément, il faut auditer pour comprendre ce qui n'a pas marché, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, est-ce que toutes les instructions liées à la sécurité ont été observées, est-ce que les gens étaient à leur poste respectif, est-ce que les schémas sont à jour, qui devait tenir les schémas à jour, est-ce que les alertes n'ont pas été possibles à un moment au cours de la journée, ainsi de suite. Donc il faut qu'ils se préparent à participer à cet effort, parce que, je le redis encore une fois, critiquer, évaluer est très important pour l'avancement, pour le futur. Ils vont certainement sortir grandis de cette épreuve parce qu'ils vont mettre en place certainement des process ou des processus qui vont peut-être être plus opérationnels ou alors plus adaptés que ceux qui étaient en place. Il y aura peut-être des sanctions, mais c'est important qu'ils se préparent psychologiquement à vivre cette épreuve et à tout le personnel. D'ailleurs, je leur présente vraiment toute ma compassion parce que quand ça arrive dans une entreprise, c'est extrêmement grave pour le corps social de cette entreprise et les dirigeants. Marlise Rose Tongo Dolabel, Oui. merci, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Déjà? Oui, déjà. Le prétexte principal était la sortie de votre livre, Oui. La trahison du prince Kotoko. Kotoko, dont évidemment vous n'avez pas donné tous les contours pour susciter l'envie de lire. D'envie de lire. Et nous vous laissons donc davantage en parler à l'opinion pour s'en approprier, parce que comme vous le dites, le contexte s'y prête. Partager ces valeurs pour nous ramener à nos réalités, pour retrouver nos valeurs. Et je profite de votre caméra pour remplir une mission de grand-mère. Mes petits-enfants m'ont dit de leur faire un coucou pendant que je serai avec vous. Et surtout Ngome et Manga, qui a 6 ans aujourd'hui. Ah d'accord. Joyeux anniversaire à Ngome et à Manga qui ont regardé également cette émission. Merci beaucoup. Merci encore et bonne continuation dans votre tâche. Exaltante certes, mais pas facile de député. Oui, mais vraiment exaltante. Et avec les améliorations qui vont voir le jour, je pense que les jeunes générations qui viendront auront un espace plus favorable à l'action parlementaire que les générations passées. Et surtout que les gens donnent la possibilité à notre exécutif d'implémenter les différents programmes qui sont les leurs. Et les procès, il y a des gens à qui nous reprochons certainement des attitudes, des comportements, la malgouvernance, mais ce n'est pas l'essentiel de ce personnel qui est au service de la nation et qui fait quand même tenir debout ce pays depuis 37 ans. Merci, bonsoir et bonne continuation. Merci. Merci de m'avoir convié. Bonsoir à vous également, madame, messieurs. Je l'ai dit, La trahison du prince Kotoko est le premier ouvrage de l'honorable député Douala-Bel qui en a fait la dédicace ce 5 juin 2019. C'était ici à Douala. Le livre est donc disponible. Il compte 248 pages. Bonsoir et à la prochaine pour une autre édition d'entretien avec.